Bon, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur un cas de fraude lié à la fraude pyramidale ou bien la fraude de Ponzi. Donc, généralement, quand on parle sur le mot fraude, on l'associe toujours à la fraude fiscale, dans la relation entre le contribuable et l'administration fiscale ou bien un organisme. Mais généralement, la fraude ne, ne se limite pas à ce type, mais il y a maintenant, par exemple, la fraude financière. Donc, la fraude financière n'engage pas forcément une autorité publique, mais il se réside dans les rapports entre un acteur financier et certains contribuables, ou bien dans un intermédiaire financier et certaines personnes qui sont inscrites dans des programmes de rémunération, de capitalisation des cotisations, etc. Alors, pour essayer d'approfondir les constats, on va issu les diapos suivants. Donc, généralement, le principe de la fraude selon le permis de Ponzi, c'est avec l'argent des nouveaux clients, il rémunère ses clients les plus anciens. C'est la première chaîne financière du monde. يعني même Carlo Ponzi, donc, dans le début de la décennie, il s'est lancé dans le commerce de certains coupons timbres, des réponses internationales. Il a bénéficié d'un écart de prix entre les États-Unis et l'Italie. Elle a commencé à générer des produits qui sont gigantesques. Donc, on parle sur un taux de profitabilité ou bien de croissance de 50% dans des délais qui ne dépassent pas les 45 jours. Donc, c'était des montants qui sont des montants colossaux à cette époque-là. Donc, il a utilisé donc la profitabilité de l'exploitation et elle a commencé donc à à promettre aux investisseurs des taux de rendement utopiques de 50% dans des délais d'échéance qui ne dépassent pas les 3 mois en contrepartie de leur argent. Mais réellement, il n'y avait pas d'investissement. Il était seulement en train de rémunérer ses anciens investisseurs par l'argent de ces nouveaux entrants. Alors, pour donner une définition plus académique et plus sophistiquée de la pyramide de Ponzi, la pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux qui fait miroiter des taux de rendement très élevés à des investisseurs pour un risque-prix extrêmement faible. L'offre est alléchante et consiste à générer des revenus pour les anciens investisseurs grâce aux apports financiers de nouveaux arrivants. Donc, généralement, quand on parle là, du système de rémunération, comme étant un contribuable, une personne physique dont je détiens de l'argent, ou bien je suis un institut, je peux être une personne morale, un dit l'excédent de trésorerie. Donc, un fonds d'investissement, par exemple, ou bien un intermédiaire financier, ou bien un organisme de placement. Et je lui dis, regarde, donc, un dit 100 millions de dirhams, je veux l'investir, mais je veux un taux مثلا, de rendement de 5%. يعني أنه هذاك la personne qui va s'en charger de la gestion des placements, donc, il va faire le possible et l'impossible pour me garantir chaque année les 5% qu'on a contracté. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Michel Ponzi, ou bien les petits Ponzi qui sont autour du monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, tout simplement, ils ont donné des promesses, des taux de rendement qui sont utopiques. Donc, je vais, par exemple, te dire, donc, sans risque, je vais te promettre 8% ou bien 9%. Donc, par exemple, les bons de trésor, donc, que tu es le créancier de l'État, donc, il n'y a pas de faillite, donc, l'État est toujours solvable, comme on dit. Tu peux, par exemple, en 2023, la rémunération sur les bons de trésor de 10 ans, c'est 4,55%. Et je peux venir et vous garantir, par exemple, 20% ou bien 15% de rémunération sur vos placements. Alors, c'est un peu contradictoire. Si l'État ne peut te garantir que 4,55%, et moi, comme étant un investisseur privé dans un milieu très volatile et très risqué, et je peux te promettre 15% et 16%. Donc, c'est quelque chose qui était anormal, mais à la fois, donc, il y en a plusieurs personnes qui peuvent donc croire dans ces promesses. Alors, comment marche la pyramide de Ponzi? Donc, la pyramide de Ponzi repose sur un système d'investissement totalement faux et utopique. Attirer des investisseurs et leur promettre des taux d'intérêt particulièrement attractifs par rapport au risque pris et à leur mise de départ, donc c'est-à-dire donc l'investissement initial. C'est-à-dire, c'est un système frauduleux et il est fondé sur l'idée
des faux promesses, des faux promesses. C'est-à-dire, donc, je peux me dire au client que si tu investis avec moi tes 100 dirhams, je vais te verser le double dans 2 mois. Alors, 2 mois plus tard, je dois le verser combien? Je dois le donner 100 dirhams initial et aussi les 100 dirhams que je l'ai promis. Donc, le double, une certaine rémunération, alors de 100%. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Généralement, je suis le fraudeur. Je n'ai rien fait comme étant investissement. J'en ai pas de titre. J'ai pas essayer d'investir l'argent du client A dans certains paniers, d'actions, d'obligations, etc., pour arriver au rendement qui était consenti. Mais généralement, je vais me diriger vers un client B, je vais lui donner un taux de rémunération qui est supérieur au taux de rémunération du client A, seulement pour attirer son argent et de son argent du client B, C, D, etc., je vais essayer de rémunérer mon client A avec les 200 et vice-versa. Pour rémunérer le client B, je vais me diriger avec le client C, D, E, F, etc. Donc, c'est une loupe, c'est une chaîne qui va terminer que si je ne peux pas trouver des investisseurs potentiels ou bien des investisseurs qui sont futurs, donc afin de continuer ma chaîne de pyramide de Ponzi. Alors, le système pyramidal de Ponzi est viable tant que des clients affluent et qui se laissent tenter de ses promesses financières très alléchantes. Alors, pour comprendre le schéma de Ponzi d'une manière schématique, au lieu de s'intéresser vers l'équation qui est devant vous, donc l'équation qui est difficile, c'est une équation différentielle linéaire dans le temps, dans certains calculs statistiques inférentiels, de probabilité, aussi certains calculs développés en termes de financiers, donc on ne peut pas le gérer généralement manuellement ou bien d'une manière qui est analytique, mais généralement, on dirige vers certains algorithmes ou certains programmes informatiques qui nous résolent donc l'ensemble des équations qu'on veut par rapport à la pyramide de Ponzi. Mais généralement, on va s'intéresser comme étant des financiers et des auditeurs aussi dans le fonctionnement du pyramide de Ponzi d'une manière qui est schématique. On peut l'analyser avec des flèches, des petits commentaires, etc. C'est-à-dire, donc, qu'on voyait. Donc, on a le sommet du pyramide, on a l'escroc qui promet donc de doubler l'investissement initial. On va trouver par la suite, donc, au fil des mois, que, il est en train de promettre des taux de rémunération double à chaque client N plus 1, donc chaque client, donc le niveau 1, 2, etc., afin d'arriver au bout de 18 mois, donc on parle sur 1 an et demi, au bout de 18 mois, on aura besoin de plus de 250 000 victimes afin de réussir notre chaîne de Ponzi. C'est-à-dire que l'escroquerie est aussi une science, donc même si c'est inexact, mais c'est une science qui a besoin d'un travail donc hebdomadaire. Donc, on est en besoin donc de terminer notre chaîne d'escroquerie. Peu importe, mais sinon elle va s'effondrer si on ne peut pas garantir le taux, un montant ou bien le nombre des investisseurs ultérieurs qui est nécessaire. Alors, donc, l'affaire Madoff, c'était l'affaire la plus connue en termes de la chaîne de Ponzi. Donc, elle a été révélée avec la chute du système boursier en 2000, en 2008, suite à la crise de 2007-2008. Donc, généralement, Ponzi n'était pas un petit joueur, il était l'un des baleines, comme on l'appelle les whales dans le marché. Donc, vous trouvez que entre 1990 et 1991, donc il était le président du Nasdaq et même en 1993. Donc, il n'était pas, en disant un petit joueur, mais il était dans le sommet du système financier le plus puissant au monde. Alors, Bernard Madoff donc, recevait par le biais de son fonds des capitaux à gérer, qu'il investit dans des hedge funds, donc dans certains risques, dont la performance était réputée supérieure à la moyenne. Lorsque la performance n'était pas au rendez-vous, au lieu de diminuer le rendement distribué aux investisseurs, il prenait tout simplement l'argent des nouveaux investisseurs et l'utilisait pour payer les anciens. C'est-à-dire, donc j'en ai un certain euh,
fonds de gestion des capitaux. Je vais donc l'investir dans des hedge funds, donc, qui sont des couvertures de risque généralement. Et je vais essayer de faire certains placements financiers. Alors, ces placements financiers ne peuvent pas me garantir, par exemple, ne peut garantir que 2 ou 3% pour un certain portefeuille X. Mais j'ai promis à l'investisseur que je vais le donner donc 7%. Donc, afin de combler cette différence de 4%, je vais essayer de le rémunérer avec l'argent des anciens investisseurs. C'est-à-dire, donc, je prends l'argent de l'investisseur B et je suis en train de rémunérer l'investisseur A. Pourquoi? Tout simplement pour maintenir cette réputation de fonds d'investissement le plus rentable sur le marché. De ce fait, donc, il donnait l'impression d'une performance exceptionnelle sur la base de laquelle il attirait de plus en plus d'investisseurs, mais année après année, il dilapidait donc le capital que ceux-ci lui avaient confié. Donc, généralement, le système, il est basé sur des mensonges, sur des informations qui sont frauduleuses, mais aussi sur la réputation. Donc, si je peux toujours garantir que je donne les 7%, les 8%, tant que le marché ne peut pas dépasser 2%, je suis le plus profitable, je suis le plus bénéfique pour les investisseurs donc, potentiels ou les nouveaux entrants dans le marché. Et généralement, comme ça, je vais essayer d'attirer de plus en plus de capitaux. Et pour cela, donc, je suis en train de dilapider le capital, effectivement, mais je suis en train d'attirer des nouveaux emplois, c'est-à-dire que mon système d'escroquerie ne va pas s'effondrer. Alors, le système s'est ensuite écoulé avec la chute des bourses et avec les demandes de rachat massif de ses clients. Bernard Madoff a finalement avoué le 10 décembre 2008 à ses proches son montage avant d'être arrêté le lendemain par le FBI. C'est-à-dire, donc, quand il y a une chute boursière, ou bien donc il y a une certaine défaillance du système financier, il y en a ce qu'on appelle le bank run pour les banques. C'est-à-dire les personnes essaient de retirer leurs fonds ou bien le dépôt dans les banques. C'est le même pour les sociétés de placement. Les personnes sont en train de racheter leurs cotisations. Donc, c'est leur droit de racheter donc l'ensemble de leurs cotisations. Je ne veux plus de placement, je veux seulement mon argent. Donc, ce que, par exemple, j'ai investi de base, et aussi si je suis en train de capitaliser certains intérêts donc, que j'ai perçus, par exemple. Alors, avec le rachat massif, ils ont trouvé que le fonds, il n'a pas assez d'argent pour rémunérer donc l'ensemble des investisseurs qui ont mis leur argent de base ou bien de leur investissement initial dans le fonds de Madoff, c'est-à-dire donc il n'y a pas d'argent. Où il y a de l'argent, donc on va voir avec la suite comment Bernard Madoff a répondu à cette question, mais tout simplement, il a avoué qu'il a fait un montage de Ponzi durant une période qui dépasse les 20 ans. Donc, vous voyez donc à quel point donc, cette période elle est très longue. Donc, la question qui était posée par les institutionnels ou bien même dans des agents parlementaires ou même par la société Exchange Committee, donc c'est comme le brigade financier. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, comment Bernard Madoff a-t-il échappé au contrôle? Alors, il a pu échapper au contrôle sur un système de Ponzi de plus de 20 ans. Donc, tout simplement, ils ont dit qu'en toute illégalité, la société n'était plus enregistrée auprès de la SEC depuis 2006. Et son commissaire aux comptes était un minuscule cabinet de l'État de New York. Donc, généralement, il y avait certaines personnes qui ont pointé le doigt sur ces graves défaillances pour le système. C'est-à-dire, donc, les 8 dernières années, donc depuis 2000 à 2008, il n'y avait aucune enquête engagée sur le fond de Bernard Madoff. Donc, et même avec certaines requêtes ou bien avec certains travaux effectués, donc rien n'est ressorti. Donc, généralement, il y avait une certaine défaillance du système, plus une communication financière et même comptable qui était fraudulaire et totalement fausse par Bernard Madoff. Alors, où sont passés les 50 milliards de dollars, donc les fuites, généralement? La question, c'était que il ne connaît pas donc
quand Bernard Madoff a été démasqué, il a affirmé aux enquêteurs que son fonds a perdu 50 milliards de dollars. C'était évalué à cette époque à près de 36,6 milliards d'euros. Cet argent a été utilisé pour payer aux clients au fond pendant des années le rendement promis, c'est-à-dire donc les investissements initiaux qui étaient alors de 50 milliards de dollars et s'est évaporé où ils sont partis. Et généralement, ils sont partis afin de rémunérer entre donc certains d'entre eux s'est rémunéré par l'argent des autres investisseurs. Alors qui a pu bénéficier, ce sont tout simplement les clients avec les taux de rendement qui étaient largement supérieurs et ils sont tout le temps rémunérés avec le différentiel entre le vrai placement et même pas à l'absence du placement et le taux qui était requis par l'argent des autres investisseurs. Alors, si on dit que le système de Ponzi, il se limite généralement vers les acteurs financiers, les institutions financières et des clients simples, des investisseurs, on va voir par la suite que le pyramide de Ponzi va générer donc une crise économique pour un pays. Donc, on parle ici de système Ponzi en Albanie. Donc, une affaire qui a ruiné plusieurs millions d'épargnants albanais. Alors, donc, après donc, l'effondrement de l'Union soviétique donc, en 1991, l'Albanie se défie du communisme et entra alors dans une nouvelle ère économique en prenant l'économie de marché. Donc, généralement, avec certains taux de croissance, donc une moyenne de 9,25% entre 1993 et 1996. Donc, on part sur un pays communiste qui s'est en train de converger vers l'économie de marché, donc vers une économie donc, qui est plus flexible au lieu donc de rester dans un système donc, communiste très rigide. Alors, pour garantir cette croissance, donc d'importants investissements furent réalisés et l'épargne des Albanais fut fortement sollicitée, c'est-à-dire il y avait des institutions financières qui ont sollicité donc les citoyens albanais donc à cotiser même à essayer de participer dans ce volet de croissance avec mettre dans leurs dépôts dans certaines institutions financières et seront par la suite donc rémunérés à un ordre des taux qui était à la fois très intéressant à l'époque par rapport au pays donc, qui vient d'être émergé dans l'économie mondiale. Alors, généralement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, les institutions financières en Albanie, ils ont essayé de promettre des taux de rémunération qui étaient élevés à l'époque, donc par rapport à la moyenne ordinaire ou bien à la moyenne européenne. Alors, quand ils sont dans l'insuffisance des capitaux investis ou bien des montants initiaux d'investissement, tout simplement, ils vont promettre un nouveau taux d'intérêt qui est plus élevé par rapport à l'ancien, donc qui a été confronté au client A, par exemple, et vice-versa. Donc, les Albanais vont trouver que leur argent, donc il y avait une fuite, donc à la fin, donc il n'y avait pas réellement un investissement donc, qui est très rentable à la fois, mais seulement les institutions financières donc, ont bénéficié de croissance du pays afin de monter leur montage financier frauduleux et par la suite donc escroquer et frauder les citoyens albanais et de causer donc la fuite de leurs dépôts ou bien même leur pension de retraite. Donc, si elle manque d'argent pour rémunérer les premiers, elle augmente ses taux d'intérêt pour en tirer de nouveau. Et, c'est un constat par un journaliste d'investigation, Fabien Pirolo. Alors, les conséquences macroéconomiques immédiates sont connues. Alors, la baisse d'investissement dans le pays, la chute de la monnaie nationale, le LEC, qui s'échange par exemple en 1996 contre 103,45 dollars et en 1997 contre 149,8 dollars. Regardez donc la chute de la monnaie nationale, la hausse du prix des importations, hausse du prix de la consommation, la réduction de la consommation, c'est-à-dire donc le pays tombe dans une récession, regardez donc moins 10,2% du PIB en 1997, hausse du chômage qui passe de 12,3%,
à 14,9% dans une période d'une année. Donc, regardez, donc, certaines personnes qui sont maintenant en chômage, qui ne trouvent pas de travail, et même leur dépôt ou bien leur épargne, il a été totalement fraudé et la fuite de capitaux totalement, il a impacté le pays. Donc, il a causé une certaine dégradation de la situation macroéconomique au lieu donc de rester donc au niveau des marchés financiers. Toutefois, ces indicateurs économiques sont revenus à la normale vers le début des années 2000. Les conséquences sur le long terme semblent donc être limitées. Donc, c'est un bon constat, de même par le journaliste d'investigation. Donc, ce qui était marrant, c'est que la personne qui a causé donc, la crise albanaise, qui était même le premier ministre à l'époque en Albanie, il a été après réélectué dans son même poste donc, où la crise a été causée. Mais généralement, on va pas s'intéresser à cette information. On part maintenant à la pyramide de Ponzi au Maroc. Donc, le pyramide de Ponzi au Maroc a pris une certaine forme de système de vente pyramidal. Dans son aspect le plus simple, l'initiateur de la pyramide invite des investisseurs à effectuer une dépense initiale plus ou moins importante qu'il collecte en partie ou en totalité. Il invite ensuite ses investisseurs à recruter à leur tour de nouveaux entrants dont les versements serviront à rémunérer en priorité les premiers investisseurs et ainsi de suite. C'est-à-dire donc là, le système de Ponzi au Maroc, on sait qu'on est caractérisé par un faible taux d'épargne. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas se diriger vers le marché financier. On a certaines institutions financières, donc des intermédiaires qui vont essayer de promouvoir un système de vente pyramidale, c'est-à-dire, donc, si je suis un investisseur, afin de voir une certaine contrepartie avec la personne qui est dans le sommet du pyramide, je dois faire du cooptage et inciter d'autres investisseurs donc, à investir leur argent dans l'activité dont j'ai inscrit donc mes cotisations, etc. Et par la suite, l'argent des nouveaux entrants va tout simplement me rémunérer. Et par la suite, regardez, donc on est dans le système de Ponzi et totalement, on est en absence totale d'un investissement donc externe qui va générer réellement de la croissance en biais de la rémunération. Les étages supérieurs de la pyramide recevront ainsi des montants de plus en plus importants tant que la pyramide continue à accroître. Donc, on est toujours dans l'obligation d'accroître notre pyramide pour assurer la pérennité de la fraude. Pour cette progression, que l'on appelle géométrique, ne peut croître à l'infini, ne serait-ce que parce qu'il y a un nombre limité d'êtres humains sur Terre. Alors, généralement, on ne peut pas accroître notre système ou bien notre pyramide de Ponzi à l'infini parce qu'il y a toujours un nombre limité de personnes qui vont même investir au lieu de parler sur les êtres humains sur Terre. Il y a peu de personnes qui font confiance à certains systèmes d'investissement, de rémunération. Donc, on investit donc, de la monnaie virtuelle ou bien on investit dans certaines exploitations. On a toujours peu de personnes, peu d'investisseurs qui ont cette notion d'aventure financière et de mettre leur épargne ou bien de cotiser dans les systèmes afin de toucher une rémunération. Un exemple illustratif, soit une situation dans laquelle l'initiateur recrute 6 personnes, mais ne recrute plus de personnes ensuite. Donc, imaginons que ces 6 nouveaux membres parviennent à recruter chacun 6 autres membres. Donc, on est maintenant dans un montage qui englobe 36 personnes. La deuxième étape, il y a 36 vendeurs. Donc, admettons que 36 vendeurs parviennent également à convaincre 6 personnes chacun. Il y a donc 3. On va multiplier les 6 avec les 36. On va tomber avec 216 vendeurs et ainsi de suite. Donc, si chaque personne va recruter 6 personnes et chacun de ces 6 personnes va recruter par la suite 6 personnes. Donc, regardez le montage, on est dans une série géométrique donc de multiples de 6 mais qu'on a dit, donc, finalement, la chaîne va cesser d'accroître tout simplement parce qu'il y en a peu de personnes qui vont réellement donc, croire dans notre montage. Alors, donc, cela donc, veut illustrer donc, le système pyramidal, combien donc, on aura de personnes. Donc, si
au bout de 14 étapes, regardez, donc on est trouvé à un montant colossal de 13 milliards d'êtres humains, donc ce qui dépasse largement le nombre des êtres humains, même dans la Terre, qui est alors de 8 milliards de personnes. Alors, l'escroquerie et la vente pyramidale. Donc, c'était un extrait donc, du compte officiel de la DGCN Maroc d'après Twitter. Il a essayé d'expliquer donc l'escroquerie à la vente pyramidale. Ou en bout de neige, donc généralement, l'escroc va inviter des investisseurs à effectuer une dépense initiale en promettant des gains intéressants et faciles. Alors, attirés par la perspective de profit et de rentabilité de leur placement, ils avancent les fonds. Donc, il y en a plusieurs personnes qui vont essayer d'investir. L'escroc les invite par la suite à procéder au recrutement de nouveaux entrants qui seront rémunérés par les fonds provenant des nouveaux entrants. Alors, euh, je vais te solliciter pour me ramener d'autres investisseurs, mais ce qui fait passer généralement que je vais pas les rémunérer, je vais pas te rémunérer par le fait de placer votre argent dans des paniers, dans des paniers d'obligations, dans des OPCVM, etc. Mais généralement, je vais te rémunérer par l'argent qui va provenir des nouveaux entrants et vice-versa. Les versements des nouveaux entrants servent à rémunérer les premiers investisseurs. Donc, on est dans l'escroquerie et la vente pyramidale et on n'est plus dans un système de rémunération. Alors, le fonds d'investissement, il est totalement appelé le fonds d'escroquerie parce que généralement, il n'y avait pas de placement réel. Et même si je reçois des fiches vont m'attester que, par exemple, je détiens 5% de mon portefeuille à Coca-Cola et 10% dans Apple et 20% dans IBM, etc. Ce n'est que des informations qui sont erronées et ne figurent que au niveau des papiers, mais réellement, j'étais tout simplement rémunéré. L'argent que j'ai encaissé, il provient tout simplement des cotisations et aussi des investissements des nouveaux enfants. Donc, tout simplement, c'était le tour de la vente pyramidale. Quand vous voyez donc le système d'escroquerie, il peut sembler facile comme il peut être difficile si on rentre dans le détail. Le système la fraude, elle est toujours en développement. Donc, c'était la base de l'escroquerie en termes de vente pyramidale ou bien de système de Ponzi. Mais la fraude ne cesse pas de se développer et on a de nouveaux montages. On peut trouver même certaines combinaisons entre des montages financiers frauduleux financiers et aussi des montages frauduleux fiscaux, mais généralement, donc, la réglementation aussi, elle est en train de s'enrichir aussi de solidifier donc son capital humain aussi, comme certains, la promulgation de certaines réglementations et certaines lois afin de travailler sur la répression de la fraude. Et j'espère que cette présentation, donc, elle était à la hauteur de vos attentes et merci pour votre intervention.